Le 6e point, je reprends là aussi l'expression faite par nos ancêtres de 1944. Instaurer une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Alors, l'éviction des féodalités économiques et financières, vous le savez bien, je ne vais pas me répéter, puisque ça figure dans notre programme depuis maintenant plusieurs années, c'est réattribuer à la Banque de France son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales. Sans quoi tout contrôle de l'endettement public est voué à l'échec. Je voudrais à cet égard, comme je parle toujours un langage de vérité, je voudrais à cet égard attirer quand même l'attention de mon public sur le fait que ce financement n'est pas la panacée. Parce qu'il est exact que lorsqu'un État fait du déficit budgétaire, il y a plusieurs façons de le remplir, d'y subvenir. Il y a la façon de la monétarisation, comme on pouvait le faire du temps avant de la loi de 1973. Il y a la solution qui a été adoptée après la loi de 1973 et avec l'article notamment 123, comme vous le savez, des traités européens, qui impose cette solution qui consiste à interdire à l'État et aux collectivités publiques de présenter leurs propres effets au financement de la Banque de France et donc à se porter comme un particulier sur les marchés financiers et donc d'acquérir des fonds qui sont moyennant intérêt. Alors, bien entendu, nous reviendrons sur la loi de 1973 en réintroduisant la faculté à la Banque de France de faire ses avances, c'est-à-dire de faire de la création monétaire sans taux d'intérêt. Il faut avouer que, effectivement, le prix à payer sera probablement une augmentation de l'inflation, puisque tendanciellement, je sais que j'ai vu certaines analyses qui montrent que l'inflation n'a pas diminué après 1973, mais parce que l'inflation a des tas de raisons diverses et variées. Nous avons eu le premier puis le deuxième choc pétrolier en 1973 et 1979. Mais il est vrai que sur longue période, il y a quand même une preuve que ce système est plus inflationniste. Mais de quoi parlons-nous ? Parce qu'il faut bien voir que ce sont des choix très politiques qui se cachent derrière. Faire de l'inflation, c'est en fait prendre le parti des pauvres contre les riches, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire de ceux qui n'ont pas d'argent par rapport à ceux qui ont des biens. En revanche, ne pas faire d'inflation et payer des taux d'intérêt, c'est prendre le parti des rentiers contre les pauvres. Je simplifie à l'extrême, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc l'idée, c'est de pouvoir redonner à la France son pouvoir normal, et ensuite, d'ailleurs, en fonction du jeu normal de la démocratie, puisque je vous rappelle que mon objectif à moi, ça n'est pas de m'incruster, c'est de rendre aux Français leur démocratie pour qu'ensuite, ils puissent, que ce soit à droite ou à gauche, avoir une politique de droite ou une politique de gauche. Alors, lutter contre les grandes, féodalités économiques et financières, c'est aussi lutter contre ces sociétés que, à vrai dire, il y a encore 10 ans, personne ne connaissait beaucoup en France. Enfin, moi, je connaissais, puisque dans le monde financier, on savait ce que c'était, mais le grand public n'était pas du tout au courant de ce qu'était Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings. Mais maintenant, il en est question tous les jours. Et ces agences de notation ont des humeurs, puisque j'ai vu que récemment, Standard & Poor's a tiqué devant l'accord entre le Parti socialiste et ELV. Je ne suis pas socialiste, je ne suis pas ELV. Je trouve que c'est leur problème et que cet accord me fait doucement rigoler. Mais ce n'est pas mon problème. Et en tout cas, ce que je reconnais aux gens qui sont au Parti socialiste et à EELV de décider quand même de ce qu'ils veulent faire. Bien non, Standard & Poor's, je voyais une dépêche, c'est ému, et c'est assez scandalisé de ce truc en disant qu'elle allait baisser la note d'Areva. Bon. Alors où allons-nous ? Eh bien, on va en fait dans le fait que nous avons des féodalités. Et qui sont ces féodalités ? Derrière Moody's, il y a un monsieur qui s'appelle Warren Buffett, qui est le seul actionnaire à posséder plus de 5%. Il en possède 13%
de Moody's. Monsieur Warren Buffett, qui est, selon les années, numéro 1 ou numéro 3, selon le magazine Forbes, de l'homme le plus riche du monde. Aux dernières nouvelles, il était numéro 1 en 2009, en 2011, il est tombé au numéro 3. On va se cotiser pour lui. Monsieur Warren Buffett, qui a écrit donc ce livre « 10 Ways to Get Rich », 10 façons pour devenir riche. Voilà. Eh bien, figurez-vous qu'il est, le propriétaire de référence de Moody's. Donc, lorsque Moody's annonce qu'elle va peut-être, en tout cas qu'elle met sous surveillance la France, monsieur Warren Buffett, qui est un spéculateur né, il doit savoir quelques jours avant ce que sa propre société, du moins celle où il est actionnaire de référence, risque de sortir sur la France. Standard & Poor's est possédé par le groupe McGraw et c'est M. Harold McGraw III. Vous savez, c'est comme le Penduic II. Donc vous avez le McGraw III qui est le propriétaire de Standard & Poor's. Quant à Fitch Ratings, eh bien c'est la propriété, enfin largement, du français Marc Ladret de Lacharrière. Alors il ne faut pas charrier. On ne peut plus avoir des États qui soient sous la houlette et sous tétanisés par ce que va déclarer Pierre, Paul ou Jacques, c'est-à-dire Moody's, Standard & Poor's ou Fitch Ratings. D'ailleurs, en plus de ça, nous sommes dans ce qu'on appelle le pur scientisme. Je rappelle que ces agences ont complètement failli à leur tâche avant 2008. Je rappelle par exemple que Lehman Brothers était encore coté AAA par Standard & Poor's quelques semaines avant son dépôt de bilan, alors que normalement, d'après les règles mêmes de Standard & Poor's, une société qui risque de déposer son bilan dans les 6 mois doit être cotée, je crois, CCC. Donc ça veut dire que ce sont des charlatans. C'est de la manipulation de l'opinion. Alors, il y a des gens qui disent, j'ai vu dans la presse, il y a des gens qui disent qu'il faut absolument réglementer les agences de rating. Mais de qui se moque-t-on ? Ça veut dire quoi, réglementer les agences de rating ? Imaginons par exemple que la France et l'Union européenne se disent on va réglementer, on va interdire à Standard & Poor's ou à Moody's de publier tel ou tel truc. Mais quel sera leur pouvoir pour le faire ? Rien du tout. Et s'ils créent des agences spéciales, des agences de l'Europe, pour dire mais non, tout va très bien, l'euro c'est AAA+, mais qui les croira sur les marchés financiers ? Tout le monde croira évidemment les autres. Donc en fait, le système n'a qu'une seule possibilité d'être réformé, c'est de rétablir le contrôle des flux de capitaux, des marchandises et de services. Comme disait le général de Gaulle, la politique ne se fait pas à la corbeille. L'éviction des féodalités économiques et financières, c'est également donc rétablir un contrôle des mouvements de capitaux, ce qui implique évidemment de sortir de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes ces personnalités de gauche que vous voyez s'agiter devant la télévision n'ont strictement rien à dire d'ailleurs, puisqu'ils ont toujours leur Europe sur la langue. Eh bien, contrôle veut dire contrôle. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire de la France... Parce que je vois très bien ce qu'on en dit. Ah, vous voulez faire de la France la Corée du Nord ? Non, il ne s'agit pas de faire la France la Corée du Nord. Vous savez, les contrôles de capitaux, quand je suis sorti de l'école d'administration, eh bien, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. C'est d'ailleurs qui a supprimé les mouvements de capitaux en France ? C'est M. Bérégovoy, ministre socialiste des Finances. Bon. Donc, les contrôles des capitaux, on a très bien vécu avec les contrôles de capitaux pendant des siècles. Donc ça n'est pas du tout l'horreur que l'on voudrait nous présenter. Contrôle, ça veut dire contrôle. Ça n'est ni une interdiction systématique, ni une autorisation systématique. Ça veut dire qu'on vérifiera, en fonction des montants, bien entendu. Les gens qui veulent aller passer leurs vacances à l'étranger et qui veulent sortir 3 000 € seront en dessous du moment où on commencera à examiner les choses. Mais en revanche, à partir du moment où une société veut transférer 1,5 milliard d'euros en Chine pour y construire une entreprise, là, pour y construire une usine, on regardera un peu plus près ce qui se passe. De toute façon, c'est soit ça,
c'est soit un retour du contrôle des capitaux, soit l'abdication de toute souveraineté devant les fonds d'investissement, les banquiers et les agences de notation. Nous évincerons, pour reprendre la terminologie du programme du Conseil national de la résistance, dont je rappelle qu'il fut mis en œuvre par Charles de Gaulle et qu'il rassemblait toutes les opinions françaises de l'époque. Nous évincerons les fonds d'investissement et les spéculateurs de toutes les sociétés de services publics. Par exemple, on évincera Goldman Sachs et JP Morgan du marché français du gaz. Goldman Sachs et JP Morgan n'ont rien à faire dans le marché du gaz en France, et c'est une forfaiture, à l'instigation de Bruxelles d'ailleurs, qui a été prise au début de 2010 par le gouvernement français en permettant à Goldman Sachs et à JP Morgan d'intervenir sur le marché du gaz. À votre avis, est-ce que ce sont des grands philanthropes qui sont intervenus pour favoriser que Madame Dupont, qui se trouve à Romorantin, puisse avoir son gaz? Non. Pourquoi ces fonds qui agissent comme des vautours veulent-ils s'introduire? C'est parce que ce sont des fonds qui cherchent à faire le maximum de rémunération. Comme vous le savez, une fois qu'ils s'introduisent dans ce genre d'activité, au bout de quelques mois, on nous explique « mais vous ne payez pas du tout le gaz au prix où vous deviez le payer ». Alors, paraît-il qu'on fait de la concurrence pour favoriser le consommateur, et à chaque fois qu'on ouvre à la concurrence, on nous explique dans les semaines qui suivent que le gaz doit être beaucoup plus cher, que l'électricité, on ne paye rien, il faut monter le prix de l'électricité, on nous a fait le coup pour le prix de l'eau, etc., etc. Il est temps de mettre un terme à ce qui est en fait un système de raquettes. Nous ferons également l'éviction de Bouygues et donc de ses actionnaires américains, American Funds de TF1. J'ai dit que nous renationaliserons TF1. Alors je ne suis pas sûr que je vais être interviewé par TF1. Mais comme je ne le suis de toute façon déjà pas, ça ne me dérange pas beaucoup. Et puis de Vinci, des sociétés d'autoroutes. En d'autres termes, ce sera le retour à la nation avec l'éviction des grandes féodalités économiques et financières. Je rappelle que beaucoup d'autoroutes ont été cédées à Vinci il y a quelques années. On ne remonte pas du tout comme voudraient nous le faire croire les européistes. Il ne s'agit pas du tout de revenir à l'âge des cavernes. C'est eux qui veulent nous faire revenir à l'âge des cavernes, parce que toutes ces sociétés privatisées, on a connu pourquoi d'ailleurs beaucoup de sociétés ont-elles été nationalisées à la Libération. C'est justement parce qu'on avait vu ce que ça donnait quand c'était privatisé.